Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, je vous parle du contrôle fiscal et de l'expatriation fiscale. Alors, c'est un sujet particulièrement d'actualité, l'expatriation fiscale. Pourquoi? Parce que on a quand même une croissance exponentielle des expatriations. On a aussi de plus en plus de contrôles. Il faut savoir que ça fait un peu moins de 10 ans qu'on a une direction des non-résidents indépendante et qui a aujourd'hui tous les moyens pour lutter contre les fausses expatriations et la fraude à la résidence fiscale. Sauf qu'il faut savoir qu'en pratique, ce sujet où on parle de fausse expatriation, on se dit, tiens, il y a une organisation, mais bien souvent, en réalité, on est confronté à des personnes qui sont parties sans vraiment réaliser ce que c'était que l'expatriation. Et à titre d'exemple, je vous mettais des éléments que nous on rencontre. On nous explique, j'ai déménagé à l'étranger, donc je suis devenu résident fiscal étranger. Faux. J'ai la double nationalité, donc je suis parti et je ne me soucie plus de la France. Euh, ah tiens, j'ai oublié de déclarer mon départ de France. Et donc effectivement, nous on récupère un dossier où on voit que la personne est au centre des impôts de son ancienne ou même de son actuelle résidence principale qui est devenue secondaire. On a aussi des personnes qui, ne déclarant pas des comptes à l'étranger, vont faire l'objet de poursuites postérieurement. D'autres personnes qui viennent et qui nous disent, mais de toute façon, l'exit tax ne concerne que des personnes très très riches. Ah non, l'exit tax, il suffit de détenir au moins 50% d'une société soumise à l'IS et des plus-values latentes pour rentrer à l'intérieur. Alors, effectivement, si vous avez 10 000 € de plus-value latente, le sujet va moins intéresser tant l'administration fiscale que votre fiscaliste, mais il faut rentrer dans un certain nombre de détails. Et puis, quand même, un des grands sujets, c'est les personnes, souvent retraitées, qui conservent un foyer d'habitation en France, permanent, alors soit une ancienne résidence principale, soit une ancienne résidence secondaire, et qui ont des revenus de source française. Et on leur explique, mais en réalité, vous avez beau être parti à l'étranger, vous répondez à la notion de résidence fiscale au sens de la convention fiscale entre la France et le pays où vous êtes parti. Donc, ce sujet est donc extrêmement important parce que il est souvent, on nous dit, mais je suis trop petit, on va pas venir me voir. L'administration ne raisonne pas du tout de cette manière. Elle a des informations sur une personne, elle va aller au bout du raisonnement, quel que soit le patrimoine. Alors, effectivement, une personne qui part avec un patrimoine important aura tendance à être plus contrôlée qu'une autre. Mais dès que l'administration a une information, et elle peut recouper un certain nombre d'informations aujourd'hui, un contrôle peut être lancé. Il faut néanmoins mesurer ça. Il n'y a pas, parce qu'on me pose souvent la question, un départ de France, une expatriation fiscale ne signifie pas pour autant un contrôle fiscal automatique. Ça, c'est très important de le dire. Parce que moi, je vois sur mes clients, sur les clients que nous assistons, que nous faisons partir, hein, qui peuvent avoir de tout petits patrimoines ou revenus et puis des patrimoines très importants, on analyse tous les points. Ils sont là justement pour éviter le sujet du risque. De, de dire c'est une matière compliquée, je comprends pas bien. Parce qu'effectivement, si vous écoutez un peu ce qui se dit à la télévision ou dans des articles de journaux, tout le monde vous parle du fameux 180 jours. Ah, j'ai passé plus de 180 jours à l'étranger, je suis résident fiscal étranger. Ben, non, les textes sont pas cela. Donc, c'est pour ça que on va très rapidement sur le contrôle fiscal et vous allez voir que on a un certain nombre de sujets. Même si le contrôle fiscal, il peut représenter des caractères très différents. Alors, le contrôle fiscal, on va voir que l'administration dispose d'un certain nombre de moyens pour aller contrôler. Des moyens qui sont propres au contrôle fiscal classique, l'article L10 jusqu'au L16B du livre de procédure fiscale, sur les demandes d'information, justification, le pouvoir de vérification.
On a le L12 avec l'examen de la situation fiscale personnelle et on le retrouve aussi dans le 16A. Le 16A sur des comptes à l'étranger. Et puis on a le L23C du livre de procédure fiscale qui lui est vraiment très expressif puisque je vous ai même mis l'extrait de l'article qui nous intéresse. Lorsque l'administration a des raisons de penser qu'une personne a transféré son domicile fiscal hors de France dans le but d'éluder l'impôt, elle peut, dans le délai de reprise prévu à l'article L169, lui demander de justifier du lieu de sa résidence fiscale et de sa sincérité de ses déclarations. Il y a un élément qu'il faut comprendre lorsqu'on est sur le contrôle fiscal des non-résidents. Souvent, on nous dit, mais moi, je suis plus résident, la France n'a pas le droit de me poser la question. Alors, ça a été maintes fois confirmé par les tribunaux. À partir du moment où il existe des indices, des éléments, l'administration a le droit de vous poser des questions et si vous n'y répondez pas, d'en tirer les conséquences. Et il faut faire très attention parce que lorsqu'on regarde de plus près l'administration, le comportement de l'administration fiscale, euh, elle a, en matière de recouvrement d'impôts, une puissance notamment en Europe, mais aussi dans les pays avec lesquels elle a signé des conventions en matière de recouvrement d'impôts. On peut citer le Maroc, l'île Maurice. Donc, ne vous dites pas, je suis à l'étranger, l'administration fiscale peut me demander tout, peu importe, je ne vais pas m'en occuper. Mais un jour, c'est l'administration fiscale du pays où vous résidez qui va vous prendre l'argent si vous n'êtes pas défendu en temps et en heure. Alors, les sources d'information et les croisements de données qui sont permis et qui permettent à l'administration fiscale française de pouvoir vous vérifier et d'obtenir des éléments d'information. On a d'abord l'échange automatique d'informations au sein, ce qu'on appelle le CRS, au sein de l'OCDE, mais même plus large, toutes les dispositions qui vont permettre euh, à l'administration fiscale d'obtenir automatiquement des informations. On a les personnes, avant de partir, lorsqu'ils sont résidents fiscaux français, qui ont l'obligation de déclarer les comptes bancaires situés à l'étranger ou les contrats d'assurance vie. Elle va avoir des informations sur les données bancaires numériques, notamment grâce à TracFin, puisqu'on a des remontées d'informations via les établissements bancaires. FICOBA, qui est le fichier de la Banque de France concernant la totalité des ouvertures et fermetures de comptes bancaires. Donc, en allant voir FICOBA, on va voir combien de comptes bancaires vous possédez. Je donne un exemple, moi, quand mes clients s'expatrient, je leur explique, il n'y a plus aucune raison d'avoir X compte bancaire, un Codévi, un PEL, un PEA en France. D'avoir un compte bancaire parce qu'ils ont encore un foyer d'habitation, une résidence secondaire, ou parce qu'ils sont à la retraite, ils perçoivent leur retraite, en France, ça pose pas de difficulté. Mais donc, il faut aller au bout de la cohérence. Puis on a Airbnb, Booking qui permettent d'avoir des éléments. On a d'autres choses qui permettent d'avoir l'analyse du patrimoine, du train de vie ou des flux financiers. Par exemple, avec les banques, si vous êtes à l'étranger et vous utilisez toujours une carte bancaire française, bah, la carte bancaire est un mouchard. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de vous situer au même titre que l'utilisation d'un téléphone portable français. Donc l'administration, elle a le droit, et c'est tout à fait normal, l'utilise. Mais elle va même plus loin, puisqu'elle utilise depuis un certain temps les informations de la base de données Amadeus. Amadeus, c'est quoi? C'est la centrale de réservation quasiment, qui a quasiment le monopole sur les billets d'avion. Et il se trouve que Amadeus est situé en France. Donc l'administration peut tout à fait, dans le cadre d'une demande d'information, demande de communication, citer le nom d'une personne et dire et demander quels ont été les billets d'avion utilisés. Si on voit des billets d'avion qui amènent constamment à Genève, en Italie ou à Bruxelles, et qu'on voit que la personne est tout compte fait très très peu dans son pays de résidence de destination, on peut penser que des aéroports aussi près de la France permettent aux personnes de rentrer en France. Et puis on a d'autres moyens plus classiques.
qui sont utilisés au cours des contrôles fiscaux, c'est les demandes d'assistance administrative. Alors, euh, les pays répondent, hein. Je viens dans un dossier de recevoir des informations sur les Émirats arabes unis qui ont répondu à la France. Les pays répondent aujourd'hui. Il ne faut pas penser qu'ils ne répondent pas. Et donc, c'est une base pour l'administration. Alors, ça ne veut pas dire que l'administration, quand elle vient, elle a obligatoirement raison. Parce que, contrairement au contribuable qui sait exactement ce qu'il a fait, l'administration fiscale est quand même extrêmement aveugle. Mais tous ces éléments-là, on peut rajouter aussi la consommation électrique d'habitation, parce qu'avec les nouveaux, les Linky, on a une consommation journalière et plus une simple consommation mensuelle, donc on sait vraiment si quelqu'un est sur place. Ça se voit en termes de consommation. Alors bon, si c'est l'été, il y a peut-être moins de chances qu'en hiver, mais c'est quand même, ça fait partie des éléments que l'administration regarde. Donc elle a un certain nombre de critères, d'informations qui vont remonter à elle, et elle va effectivement prendre la décision de contester ou pas une résidence fiscale, ou même d'aller chercher d'autres éléments. Et ce qui est très important à comprendre, et c'est très révélateur de la situation actuelle, c'est qu'on avait un délai de reprise de droit commun qui était de 3 ans. Et dans la loi de finances pour 2025, alors je vous rappelle que la loi de finances pour 2025, elle a été, elle a été approuvée en 2025 puisque le gouvernement avait été renversé en 2024 et qu'on n'avait pas eu de loi de finances. Donc on a plutôt eu une loi de finances, on va dire au rabais. Bah, dans cette loi de finances, un des éléments importants, c'est qu'on a étendu le délai de reprise à 10 ans en cas de fausse domiciliation fiscale à l'étranger. Et c'est extrêmement révélateur du choix de l'administration fiscale. Aujourd'hui, je dirais c'est beaucoup plus facile de partir que, il y a 10, 15 ans ou 25 ans, hein. On réserve un billet d'avion, on peut partir. Donc, l'administration, elle, se donne les moyens de vérifier dans la durée. Mais ça signifie aussi, et nous, on l'exige de nos clients, que lorsqu'ils partent, on va leur demander un certain nombre d'éléments annuellement pour bien pouvoir vérifier qu'ils répondent bien à la notion de résidents fiscaux étrangers et qui ne sont pas en risque de requalification en qualité de résidents fiscaux français. Donc, le délai de reprise de 10 ans nécessite de conserver beaucoup d'éléments. Parce que, par définition, et quand on échange avec nos clients sur ça, je dis, mais si un jour l'administration vient vous voir, par définition, elle va pas venir vous voir 6 mois ou un an après votre départ de France. Elle va avoir beaucoup plus de temps, et elle va le faire souvent parce que elle a vu des éléments qui pouvaient la gêner. Alors la gêner, on va dire même l'interpeller. Par exemple, des ventes de titres de société, des remontées de dividendes extrêmement importants. Alors, le sujet classique aujourd'hui concerne les remontées de dividendes vers les Émirats arabes unis, puisqu'on a un taux de retenue à la source en France de 0. Donc l'administration, aujourd'hui, notifie souvent des sociétés en expliquant, justifiez-moi que votre client était vraiment, votre client, votre actionnaire est vraiment résident fiscal étranger. Et comme aux Émirats arabes unis, on a une clause balai qui est celle de l'article 19.2, il faut aller regarder un peu plus loin que les simples critères de la résidence fiscale. Donc, il y a vraiment des sujets à aller voir. Après, il faut comprendre que euh, dans le délai de reprise, on a effectivement la fausse domiciliation fiscale, mais l'administration revient ou peut contrôler aussi votre impôt sur la fortune immobilière. C'est souvent un grand classique que l'administration va regarder de plus près. Alors là, ça dépend souvent du centre des non-résidents qui va demander un certain nombre d'éléments et vérifier l'IFI. Si vous avez encore des attaches avec la France, et c'est quand même la majorité des cas, c'est-à-dire qu'ils ont soit des biens immobiliers, soit parce qu'ils ont hérité, soit ils ont conservé des biens, on a ce sujet qui existe.
Et donc, il faut le regarder annuellement. Donc, c'est quoi bonnes pratiques? C'est d'abord ne pas partir dans n'importe quelle condition. Faire un audit fiscal préalable et se dire, est-ce que lorsque je vais devenir résident fiscal italien, portugais, émirati ou même américain, est-ce que je remplis bien les conditions de la résidence fiscale? Quelles sont aussi les incidences en termes d'imposition? Vous partez, d'abord, il faut faire une déclaration de départ de France, c'est-à-dire l'année de départ de France, vous allez avoir une déclaration 2042 NR comme non-résident, qui va vous permettre de basculer au centre des non-résidents. Donc, bien faire le nécessaire pour fiscalement partir et vérifier qu'on remplit constamment les conditions de la résidence fiscale. Ne pas oublier aussi de déclarer des comptes bancaires qu'on ouvre à l'étranger avant départ de France. Lorsque vous êtes une fois parti, cette obligation ne vous concerne plus. Mais typiquement, quelqu'un qui part vivre à l'étranger, un an avant, 6 mois avant, il va aller ouvrir un compte à l'étranger pour faire des virements, pour acheter un bien, pour prendre un bien en location. Donc, il a lieu de déclarer ses comptes bancaires. Même chose pour l'exit tax. Si vous êtes un chef d'entreprise ou ce qu'on appelle nous un investisseur, c'est-à-dire que vous détenez au moins 700 000 euros de valeur mobilière soumise à l'impôt société, qu'elle soit française ou étrangère, ou si vous détenez au moins 50% d'une société soumise à l'IS, vous rentrez dans le sujet de l'exit tax. Et ça peut être dramatique de ne pas faire son exit tax parce que, on va dire, comme peu de personnes comprennent véritablement le mécanisme de l'exit tax, on ne se sent pas concerné et puis on a un contrôle et l'administration vous dit, bon, eh ben, vous n'avez pas demandé le sursis euh, concernant le paiement de l'exit tax, ben, on vous le met en recouvrement. Moi, je l'ai déjà vu, c'est quand même impressionnant parce que quelqu'un qui remplit toutes les conditions, qu'il ait un exit tax à 100 000 euros, 1 million d'euros ou 10 millions d'euros, normalement, il ne va pas le payer, il va être en sursis. Sauf que si vous n'avez pas fait les demandes nécessaires dans les délais nécessaires, ben, le sursis tombe et l'administration a en droit de vous demander les paiements. Il faut aussi regarder la destination que vous avez choisie. Est-ce que c'est une destination avec laquelle la France a une convention classique ou est-ce que c'est une convention fiscale particulière? La plus particulière étant peut-être celle avec Monaco, puisqu'on met en avant le critère de la nationalité, mais celle avec les Émirats arabes unis est également importante. Donc, bien regarder et comprendre la convention fiscale. Et puis surtout, il faut avoir une cohérence entre votre fiscalité et les faits. C'est-à-dire que si on vous explique que pour être résident fiscal d'un pays, dans la mesure où vous conservez par exemple la direction d'une société en France, ce qui est tout à fait possible, ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir en France de foyer d'habitation permanent. Donc, quand on l'explique, on le dit, le foyer d'habitation permanent, son absence, c'est aussi bien au moment du départ que 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans après. Donc, on doit en permanence vérifier qu'on remplit bien les critères et qu'on est cohérent entre, on va dire, la pratique des éléments de fait, que ce soit en qualité de retraité, chef d'entreprise ou autre, ben, avec le droit qui s'applique à votre statut. Après, on a des outils de sécurisation. Alors, on a le rescrit avant expatriation. C'est plutôt rare à notre niveau parce que ça concerne vraiment des sujets de droit hyper pointus. Donc en pratique, nous, on fait plutôt peu de rescrits parce que on considère, et c'est notre métier, qu'on a une analyse parfaite de la convention. Et donc à partir du moment où on nous a décrit une situation et qu'on vérifie cette situation dans les faits, on va pouvoir expliquer à nos clients ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise, et c'est un euphémisme de le dire, lorsqu'on est sur une destination avec laquelle la France a signé une convention fiscale.
Aujourd'hui, par exemple, on voit pas mal apparaître des destinations comme le Costa Rica, pas de convention fiscale, ou avec la Polynésie française. Or, la Polynésie française fait partie de la République française, et donc il n'y a pas de convention fiscale. Donc, il faut aller tirer toutes les conséquences de cette situation. Et lorsque on a une remise en cause de résidence fiscale, on a des procédures amiables prévues dans le cadre des conventions fiscales. Donc il faut vraiment pouvoir aller regarder ces éléments-là et pouvoir les détailler. Donc, lorsqu'on va avoir un contrôle fiscal, généralement post-expatriation, qu'est-ce qui va se passer? On a le droit, vous avez la charte du contribuable vérifiée qui va vous permettre de vous défendre. Vous défendre aussi bien dans le cadre de la procédure, ça veut dire que on va vous envoyer une proposition de rectification. Vous avez 30 ou 60 jours pour répondre. Vous pouvez, dans certains cas, saisir des commissions départementales et même la commission des impôts, commission départementale des impôts, ou même le supérieur hiérarchique, l'interlocuteur départemental. Il faut aller au bout de la totalité des éléments de défense. Il faut aussi, et nous, lorsqu'on fait partir des personnes, c'est ce qu'on demande et on l'a dans notre informatique, et j'explique à mes clients que je préfère l'avoir plutôt que leur demander dans X années, c'est le bail, les preuves d'école, d'inscription des écoles aux enfants, les billets d'avion, tous ces éléments-là qu'on va pouvoir utiliser. Mais il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est le certificat de résidence fiscale. Nous, pour nos clients aujourd'hui, on demande que sur place, leurs conseils obtiennent tous les ans le certificat de résidence fiscale. Alors pourquoi? Parce que déjà, s'il l'obtient pas, c'est-à-dire que le sujet, il est même pas français, mais dans le pays de résidence, il considère que vous n'êtes pas résident fiscal français. Puis, c'est un élément en termes de contentieux à mettre tout de suite sur la table avec l'administration fiscale française. On a une décision d'ailleurs qui ne concerne pas des personnes physiques mais des personnes morales de la Cour de cassation je crois que c'est début octobre ou fin septembre 2025, hein, donc très récent, où on explique où la Cour de cassation explique tout l'intérêt de l'attestation de résidence fiscale et que ça va servir notamment une sorte de renversement de la preuve vis-à-vis de l'administration. Donc, il faut effectivement regarder ça. Après, dans les stratégies de défense, on peut dans certains cas aller en transaction, sinon on va se retrouver sur le contentieux. Alors, le recours gracieux pour nous a peu d'intérêt parce que on est sur des sujets où on a véritablement euh, des enjeux importants, bien souvent. Donc, à titre gracieux, on pourra vous abandonner des choses, mais généralement, on le sait avant et on l'a négocié auparavant. On va très souvent quand même aller devant les tribunaux administratifs sur une procédure qui est plutôt longue, euh, et qui va amener à une décision définitive sur la notion de résidence fiscale. Mais le contrôle fiscal, encore une fois, ce n'est pas que ça, c'est tout simplement la vérification d'une déclaration d'impôt de non-résident, le fait de dire que votre impôt sur la fortune, même en qualité de non-résident, est erroné, pas suffisant. On a aussi des contrôles fiscaux en matière de succession internationale. Parce que, par exemple, on a déclaré, nous, le décès d'un client à l'étranger qui était anciennement résident fiscal français, donc avec une retraite française. Et puis, on voit des enfants qui vivent en France et l'administration, au bout d'un an, nous notifie un peu plus d'un an, puisque le délai sur une succession internationale est pas de 6 mois, mais d'un an, nous notifie, nous dit pourquoi on n'a pas reçu de déclaration de succession. Il faut comprendre que en matière de succession, la France a signé une trentaine de conventions internationales, alors qu'en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune, on doit être à 125. Donc, l'administration, alors, plus que l'administration, on va dire,
les pouvoirs publics, la République française, souhaitent conserver ce sujet-là et pouvoir faire payer des droits de donation et de succession, dans la mesure où en plus on est champion du monde avec des taux totalement ahurissants qui peuvent aller jusqu'à 45%. A priori, il y en a certains qui souhaiteraient les augmenter encore en France. Je vous rappelle que nos voisins italiens sont entre 4 et 6%, et certains pays de nos voisins n'ont même pas de droit de succession. Donc c'est des éléments qui aussi peuvent forcer des personnes à partir de France. Lorsqu'on parle d'expatriation, on parle d'un process fiscal. On n'a pas obligatoirement euh, et principalement un sujet fiscal. Il y a des personnes qui souhaitent après la retraite ou parce qu'ils sont jeunes et qui souhaitent bouger, décident de partir au bout du monde ou même dans un pays voisin.